Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour cette troisième session du programme Fournisseur durable, donc qui aura pour thème le respect des droits humains. Comme à chaque fois, c'est moi qui vous présente ces sessions, donc Émile Ezzeline, en charge des PME, des organisations professionnelles et des chaînes d'approvisionnement au sein du Pacte mondial Réseau France. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette troisième session du cycle. Donc voilà, nous aurons la thématique du jour sur le respect des droits humains. Juste avant de vous présenter le programme, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec quelques questions que j'ai à vous poser et sur lesquelles vous allez pouvoir essayer de répondre. Selon vous, qui possède des droits humains? Est-ce que c'est seulement les citoyens de certains pays, uniquement les adultes, ou est-ce que ce sont tous les individus dès leur naissance, quelle que soit leur origine, leur nationalité, leur sexe, etc. Je vous laisse quelques secondes pour y répondre et je vous donnerai la bonne réponse. Alors, tous les individus, donc réponse 3, 3, qui a une majorité, voire la totalité des participants qui répondent la proposition numéro 3. En effet, donc c'est bien tous les individus dès leur naissance. C'est l'une des caractéristiques principales des droits humains. On verra qu'il y en a d'autres. Mais en effet, tous les individus, tous les êtres humains les acquièrent dès leur naissance. Deuxième petite question, laquelle de ces propositions n'est pas un droit humain fondamental? Donc, on le verra un peu plus tard lors de la session. Il y a des droits qui sont reconnus au niveau international comme fondamentaux, comme comment dire, constitutifs de l'ensemble des individus. Il y en a d'autres qui ne le sont pas forcément. Donc, selon vous, est-ce que c'est le droit à l'éducation, le droit de réserve ou le droit de former des syndicats qui n'est pas reconnu comme un droit humain fondamental? Là, on a des questions, des réponses qui sont un peu plus divergentes. Donc, on a des participants qui répondent la proposition 2 et d'autres qui répondent la proposition 3. Donc, ça oscille entre le droit de réserve et le droit de former des syndicats. 50% 2, 50% 3 environ. Écoutez, c'est le droit de réserve. Le droit de former des syndicats, on le verra, est un droit fondamental, reconnu comme tel, en tout cas, au niveau international. Troisième petite question pour introduire le sujet. Selon vous, est-ce qu'un individu peut perdre ses droits humains? Oui, et cela arrive fréquemment. Oui, s'il a commis une faute grave, très grave, ou non, dans aucun cas. On est plutôt sur la proposition numéro 3. Quelques personnes répondent la proposition 2 également. Oui, en effet, c'est bien la 3. Donc ça, c'est aussi une des caractéristiques des droits humains. Ils sont inaliénables. Donc, un individu ne peut pas les perdre, que ce soit par sa décision propre ou par la décision d'une autorité administrative quelconque. Donc voilà, quelques questions pour introduire le sujet. Juste avant de passer au cœur du sujet et de définir ce qu'est les droits humains, je souhaitais, et on le verra pendant cette session, vous expliquer premièrement ce qu'on entend par cette notion qui peut peut-être parfois vous paraître un peu abstraite. On verra que derrière les droits de l'homme, derrière les droits humains, on a des notions extrêmement concrètes qui sont au cœur des préoccupations de vos entreprises sur les luttes contre les discriminations, sur le respect de l'égalité femmes-hommes, sur la protection des travailleurs, sur les conditions de travail, etc. Et donc l'enjeu de cette session, qui va durer comme à chaque fois environ 1 heure avec 45 minutes de présentation et une quinzaine de minutes de questions-réponses, ce sera d'une part de vous présenter l'aspect théorique des droits de l'homme, donc ce qu'on entend en évoquant ce sujet, de vous présenter les bonnes pratiques en la matière, ce qu'on attend des entreprises sur cette thématique, et aussi de vous expliquer, parce que c'est peut-être un sujet un peu complexe, quel est le rôle des entreprises sur ce sujet. Parce que peut-être lorsqu'on entend droit humain, on pense, et c'est pas forcément, enfin, c'est en tout cas un préjugé qui est partagé par pas mal de personnes, que c'est un sujet qui va concerner les États, qui va peut-être concerner également les associations, et qui va peut-être moins concerner les entreprises. En fait, vous le verrez lors de cette session, c'est un sujet qui concerne de façon très rapprochée les entreprises, leurs affaires, leurs relations d'affaires également par leur chaîne d'approvisionnement. Et donc, on verra quel est le rôle de ces entreprises sur ce sujet et comment elles peuvent l'assumer. Donc, commençons tout de suite avec une définition du concept. Encore une fois, c'est l'une des définitions parmi les multitudes, ou en tout cas la très grande quantité qui existe.
Donc, on va désigner pendant cette session, par le terme droit humain, l'ensemble des droits inhérents à la personne humaine. C'est un concept qui reconnaît que tout être humain, comme on l'a vu en introduction, peut se prévaloir de certains droits qu'il ne faut pas entraver. Parmi ces droits humains fondamentaux qui sont reconnus par beaucoup de textes internationaux, et on en parlera un peu plus tard, on va retrouver le droit à l'éducation, le droit à la liberté de pensée et de religion, le droit à la vie privée, le droit à la non-discrimination, le droit à l'égalité entre les hommes et les femmes, le droit à des conditions de travail justes et favorables, le droit à la liberté d'opinion et d'expression, le droit de former des syndicats, donc le fameux droit qu'on retrouve ici. On en retrouve également beaucoup d'autres. Et en fait, ces droits ont été formalisés, arrêtés dans des, comme je le disais à l'instant, des textes internationaux, dont la Déclaration des droits de l'homme, universelle des droits de l'homme que vous connaissez certainement, qui va lister un ensemble de droits humains dont peuvent se prévaloir, comme on l'a dit, les êtres humains. On verra un peu plus tard quel est le rôle des entreprises sur ce sujet, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que les pays se sont engagés via ces traités, via ces conventions, via ces déclarations, à protéger un certain nombre de droits chez leurs citoyens, dont la France évidemment. Ce qui se passe, c'est qu'on a donc ces droits humains qui sont inaliénables et qui sont inhérents à la personne humaine. On a les États qui sont censés en garantir la protection. Et en fait, on va avoir des situations dans lesquelles les activités des entreprises vont entrer en contradiction avec ces droits de l'homme. On va prendre tout de suite quelques exemples pour rendre concret ce sujet. On verra qu'il y a des définitions et des différences entre ce que l'entreprise cause ou ce à quoi elle contribue, mais on le garde pour un peu plus tard. Donc, exemple très concret, lorsque les travailleurs d'une entreprise sont exposés à des conditions de travail dangereuses, sans disposer d'équipements de sécurité appropriés, bah, ça remet en cause justement leur intégrité et certains droits humains auxquels ils ont droit. Deuxième exemple, c'est lorsqu'il existe une tendance à long terme dans l'entreprise à ne pas embaucher, à ne pas soutenir, à ne pas promouvoir du personnel senior ou du personnel féminin, par exemple, ou tout autre critère de discrimination. Dans ce cas-là, l'entreprise remet très clairement en cause le droit à la non-discrimination de ses salariés. Troisième exemple, c'est par exemple lorsqu'il y a des effluents nocifs rejetés par l'entreprise qui, pris isolément, ne sont pas forcément dangereux, mais dont l'effet cumulé avec d'autres entreprises et d'autres rejets, par exemple, pourrait entraîner une pollution et mettre en péril, par exemple, la potabilité de l'eau, la biodiversité adjacente et l'écosystème de l'entreprise. Donc là, l'entreprise va contribuer à la violation d'un certain nombre de droits de l'homme. Ce qu'il faut retenir sur cette slide, c'est que les activités de l'entreprise ont des effets positifs, évidemment. Ils vont créer de l'emploi, créer de la croissance économique, développer les compétences des salariés, répondre à des besoins, créer des biens et des services, etc. Mais que dans certains cas, les activités de l'entreprise, directement ou indirectement, vont causer problème en matière de droits humains en causant certains torts sur certains sujets. C'est ça qu'il faut retenir sur cette slide-là. Ce qui va être important à votre échelle, ça va être d'identifier ces torts et de les réduire, évidemment. Ce sujet, qui peut paraître, comme on le disait un peu plus tôt, très théorique et peut-être un peu éloigné et hors sol des activités des entreprises, notamment des activités des PME, vous allez voir que pourtant, il présente énormément d'enjeux, de risques et d'opportunités. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Premièrement, et c'est peut-être la justification qui pourrait le plus vous parler, c'est la responsabilité morale du chef ou de la chef d'entreprise. Aucune entreprise ne désire, je pense, fonder sa réussite sur la violation de droits humains. Ça, c'est assez clair. Si votre entreprise a une activité, quelle qu'elle soit, je pense que vous souhaitez, en tant que chef d'entreprise, qu'elle réussisse sans forcément violer, menacer les droits humains d'autrui. Donc, il y a une vraie responsabilité morale de la part du chef ou de la chef d'entreprise d'avoir une activité qui soit en conformité avec le respect des droits humains d'autrui. Deuxième enjeu, ce sont les risques légaux qui se développe de plus en plus. Il y a tout un tas, et on le voyait en session 1, de réglementations, d'obligations, de lois, de directives qui sont amenées à se développer dans les années à venir, qui encadrent les sujets RSE, qui encadrent, qui cherchent à encadrer, à réguler les entreprises. Et donc, dans certaines de ces lois, il peut y avoir de réelles sanctions légales, des amendes importantes, des risques pénaux également, des peines de prison parfois pour les dirigeants d'entreprise en matière de discrimination, par exemple. Donc, il y a un enjeu légal qui est important.
prendre en compte les droits humains, l'intégrer dans ses réflexions, chercher à en minimiser les impacts négatifs, peut vous permettre également de répondre à cet exercice de conformité. Troisièmement, c'est un risque opérationnel. Là, ça va être plutôt attrait à votre activité, dans le sens où imaginons que vous ayez un fournisseur avec lequel vous travaillez régulièrement, avec lequel vous êtes assez dépendant, et qu'il s'avère que ce fournisseur fait travailler des enfants ou a recours au travail forcé, que plusieurs enquêtes ont lieu, que ce fournisseur est amené à arrêter son activité. Ça va vous mettre en grande difficulté opérationnelle car vous n'avez pas réfléchi à ce sujet-là en amont et vous n'avez pas identifié d'alternative. Là, ça peut être un réel risque opérationnel de continuité de votre activité et c'est parfois des sujets qu'on constate. Quatrième enjeu, c'est un enjeu aussi qui est clé, je pense que vous en avez conscience toutes et tous, c'est le risque réputationnel. S'il s'avère qu'on constate du travail des enfants, du travail forcé, des discriminations dans votre entreprise ou chez l'un de vos sous-traitants, de vos fournisseurs, l'une de vos relations d'affaires, le risque réputationnel est très présent avec la possibilité et le risque de boycott de la part des consommateurs, de la part des investisseurs, de la part de vos parties prenantes globalement. Ça, c'est un réel risque. C'est d'ailleurs aussi un sujet qui est clé dans l'intégration du sujet des droits humains dans l'entreprise. Euh, Gérer ces risques en matière de droits de l'homme, c'est aussi la possibilité, l'opportunité de gérer ces risques réputationnels. Ça, c'est assez clair. On en parlait en première session, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y avait eu en 2013 ce drame du Rana Plaza, qui était une usine textile au Bangladesh, qui s'était effondrée. Et dans les décombres, on avait retrouvé des étiquettes de grandes marques occidentales de textile. Et évidemment, ces grandes marques occidentales en avaient pâti d'un point de vue réputationnel. Ça, c'est un réel enjeu et je pense que vous en avez bien conscience. Et enfin, un dernier risque, c'est le risque financier qui est directement lié et au risque légal et au risque réputationnel. Risque légal dans le sens où certaines lois vont impliquer des amendes, donc il y a un risque financier associé, et risque réputationnel dans le sens où vous allez potentiellement moins vendre, potentiellement perdre en réputation, perdre en attractivité également au niveau de vos investisseurs. Donc il y a un risque financier associé, assez direct. Voilà pourquoi le sujet des droits de l'homme, qui peut paraître un peu déconnecté, un peu hors sol pour des entreprises, notamment de petite taille, est pourtant assez important, assez stratégique pour au moins ces 5 raisons présentées. Le rôle des entreprises sur ce sujet, c'est ce qu'on va voir tout de suite. J'ai essayé de synthétiser, vous le verrez, un document qui est essentiel, qui est clé, qui est fondateur, les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. J'ai essayé de le synthétiser. C'est en fait, si ça vous intéresse, un document qui a été rédigé et qui a été publié en 2012 de mémoire et qui va expliquer de façon très précise ce qui est attendu des États et des entreprises sur le sujet des droits de l'homme. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qu'il est attendu des entreprises, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le consulter, c'est en libre accès. Ça fait une soixantaine de pages. Ça peut être aussi assez intéressant, ne serait-ce que pour sa culture générale, de s'y intéresser. Sur le rôle des entreprises. Donc, ce qu'il est attendu des entreprises au niveau international, notamment édicté dans ce guide, c'est le respect des droits humains. Cela signifie que les entreprises devraient éviter de porter atteinte aux droits humains d'autrui, et remédier aux incidences négatives sur les droits humains liés à leurs activités. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que les entreprises devraient éviter de violer les droits de l'homme d'autrui. Et lorsque violation il y a, les entreprises devraient y remédier, c'est-à-dire justement réduire ces violations des droits de l'homme et les corriger. Si on rentre dans un vocabulaire un peu plus technique, il est attendu des entreprises qu'elles évitent d'avoir des incidences négatives sur les droits humains ou d'y contribuer par leurs propres activités. On verra un petit schéma juste après. Et qu'elles remédient à ces incidences négatives lorsqu'elles se produisent. Il est aussi attendu des entreprises qu'elles s'efforcent de prévenir ou d'atténuer les incidences négatives sur les droits humains qui sont directement liées à leurs activités, leurs produits, leurs relations commerciales, même si elles n'y ont pas directement contribué. Donc ça, c'est l'attente générale. On va voir avec un petit schéma de façon un peu plus euh, visuelle ce qu'il est attendu d'une entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle des entreprises et des droits de l'homme, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent advenir.
Premièrement, c'est le cas le plus simple peut-être, c'est lorsque l'entreprise va causer une violation des droits de l'homme, une incidence négative, on pourrait dire. Donc, c'est le schéma tout à gauche. Vous avez l'entreprise représentée par la petite icône d'un immeuble, la violation des droits de l'homme par un éclair et le public touché, la victime, par un ouvrier. Donc, dans ce cas-là, l'entreprise va causer directement une violation des droits de l'homme. On peut reprendre l'exemple du début. Elle va par exemple ne pas souhaiter fournir d'équipements de sécurité à ses ouvriers. Et donc là, on est dans un cas où l'entreprise va causer une violation grave d'ailleurs des droits de l'homme. Deuxième possibilité, c'est la contribution. L'entreprise va causer une violation, mais avec d'autres entreprises, d'autres parties prenantes. Donc là, ça peut être un cas où l'entreprise va causer une violation, par exemple en ayant recours à on peut reprendre l'exemple de tout à l'heure en polluant une nappe phréatique, mais en fait, elle ne va pas la polluer seule, elle va polluer avec d'autres entreprises. Et là, ça va justement porter atteinte aux droits humains d'avoir accès à l'eau potable et à la. Donc, c'est une autre possibilité. L'entreprise ne va pas directement et seule contribuer, causer cette violation, mais elle va y contribuer à plusieurs. Troisième possibilité, c'est lorsqu'il y a, on pourrait dire, un intermédiaire. L'entreprise va avoir recours à un sous-traitant qui va lui-même impacter négativement des droits humains. Là, c'est des choses qu'on voit assez régulièrement, des situations qu'on constate assez fréquemment. C'est lorsque l'entreprise va faire pression, par exemple, sur les prix d'un sous-traitant, et ce sous-traitant n'aura pas d'autre choix que de faire pression sur les conditions de travail de ses salariés. Donc là, la décision de l'entreprise est importante. Elle va, de par sa décision, contribuer à une situation qui va avoir un impact négatif sur le droit humain d'autrui. Et troisième possibilité, c'est le lien. Là, l'entreprise ne va pas directement contribuer à la violation, mais de par son lien d'affaires, sa relation commerciale, une violation va se produire. C'est aussi un cas où l'entreprise va avoir recours à un sous-traitant, un fournisseur par exemple, dans lequel on va constater du travail forcé, du travail des enfants, un manquement au niveau des conditions de travail, etc. Dans tous ces cas, ce qu'il est attendu de l'entreprise, c'est premièrement qu'elle identifie l'impact négatif et deuxièmement qu'elle y remédie, comme on l'a vu précédemment. Et on va tout de suite voir comment. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat, évidemment. Pour aborder ce sujet d'un point de vue pratique, il y a un concept qui s'appelle la diligence raisonnable. Vous l'avez peut-être déjà entendu dans les médias, par exemple, ou lors de conférences peut-être. C'est justement la méthodologie qui permet d'évaluer les risques et de les gérer et de remédier aux impacts négatifs potentiels. C'est une méthodologie en plusieurs étapes. Premièrement, l'entreprise va évaluer les risques auxquels elle est liée. Les risques pour les personnes, donc les risques en matière de droits humains. Donc l'entreprise va réfléchir, et je vous donnerai quelques recommandations un peu après, à quels risques en matière de droits de l'homme elle pourrait être liée, et elle va les hiérarchiser. En fait, vous allez voir, la vraie difficulté du sujet, c'est lorsqu'on cherche des risques, on en trouve. Les entreprises ont, de par leurs activités, énormément de relations d'affaires. Vous avez peut-être plusieurs centaines, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de sous-traitants, de fournisseurs. Et si vous cherchez des risques, vous allez en trouver. L'énorme enjeu, ça va être de hiérarchiser ces risques. Quel est le risque le plus saillant, le plus important, on pourrait dire, sur lequel on a à la fois une probabilité importante de l'occurrence du risque, mais également une gravité importante du risque. Le risque de travail des enfants, le risque de travail forcé est par exemple extrêmement grave. Deuxième étape, c'est l'action. Donc, quelles mesures devraient être mises en place pour remédier aux risques identifiés? Et on verra aussi quelques recommandations un peu plus tard. Troisième étape, l'accompagnement. D'une part, comment savoir si les actions fonctionnent, mais également comment accompagner les tiers, les relations d'affaires. Sur ce sujet, on verra ce qui est compliqué aussi, c'est faire levier. Si la violation a lieu chez un sous-traitant qui est dans un autre pays, parfois il peut être compliqué de convaincre le sous-traitant d'arrêter la violation ou l'impact négatif sur les droits humains. Donc il y a aussi une réflexion à avoir sur comment dire, l'influence que l'entreprise peut avoir. Et ça, je vous donnerai quelques conseils. Et quatrième étape, c'est la communication, la transparence. Une étape essentielle des procédures, des processus de diligence raisonnable, c'est la communication aux parties prenantes. Une fois que vous avez évalué, mis en place des actions et que vous avez un accompagnement, il est important de le faire savoir aux parties prenantes par
transparence justement de vos pratiques, mais également par, possibilité de vous faire challenger peut-être, par des associations, par des partenaires pour améliorer vos plans de diligence raisonnables. Comme je le disais, l'engagement des parties prenantes, c'est important, c'est même d'ailleurs clé. Hem, Souvent, nous, ce qu'on constate, c'est, des entreprises qui ne vont pas, gérer ce risque de droits humains seules, mais qui vont avoir recours à l'assistance et à l'expertise d'associations, de chercheurs, de cabinets d'audit, hem, de fournisseurs, de tiers, de consommateurs, et c'est par justement cette intelligence collective qu'elles vont réussir efficacement à identifier les risques et à mettre en place les actions adaptées pour les réduire. Aujourd'hui, ce que je souhaite vous présenter, c'est 3 actions, clés, qui peuvent être mises en place dans des, entreprises, y compris de petite et moyenne taille, et donc on va les voir tout de suite. Premièrement, ça va être, d'élaborer et de diffuser publiquement une déclaration qui va formaliser les engagements de l'entreprise à respecter les droits humains. Ça, c'est un prérequis important qui est rappelé dans les principes directeurs des Nations unies. C'est, l'engagement de par le dirigeant, la dirigeante, à respecter justement ce sujet des droits humains. Ça vient formaliser la politique de l'entreprise et ça vient normalement derrière impulser également le changement, dans l'organisation. Deuxièmement, ça c'est le sujet clé et le plus complexe peut-être, c'est l'identification et la prévention des risques, des violations de droits de l'homme chez vous, dans, votre entreprise, mais également chez vos relations d'affaires. J'essaierai de vous donner aussi des recommandations. C'est un sujet qui est complexe, sur lequel ce qu'il est vraiment, important de sur lequel il est important d'insister, parce que c'est cet exercice d'identification qui va être, la première étape à la prévention. Donc si l'entreprise, ne met pas assez d'efforts ou, se loupe sur l'identification, les actions de prévention derrière pourraient ne pas, justement être adaptées, être pertinentes par rapport à la situation réelle de l'entreprise. Troisièmement, ce qu'il est aussi attendu des entreprises, et ce qui peut être assez aisé à faire et à mettre en place, c'est un mécanisme de recours qui permet à vos parties prenantes, donc à vos salariés, à vos consommateurs, à vos fournisseurs, de vous remonter anonymement des alertes. Ça, si vous êtes, assujetti à la loi, Sapin 2, donc sur l'anticorruption, c'est un mécanisme que vous avez peut-être déjà en place, que vous devriez déjà avoir en place, parce qu'il est attendu sur ce sujet. Ce qui peut être, intéressant à faire, et demander moins de ressources à l'organisation, c'est justement d'avoir une procédure d'alerte unique et pour les sujets liés à la corruption et pour les sujets liés au respect des droits de l'homme. Voilà, comme on le disait un peu plus tôt, on appelle ce processus, qui est simplifié ici pour des raisons de pragmatisme, la diligence raisonnable en matière de droits humains. C'est peut-être un vocabulaire que vous entendrez de plus en plus fréquemment d'ailleurs. Donc, première étape, la déclaration d'engagement. Donc, la déclaration d'engagement, d'abord, qu'est-ce que c'est? Donc, on utilise l'expression, le concept de déclaration de façon générique pour décrire les moyens qu'une entreprise emploie pour énoncer publiquement ses responsabilités, ses engagements et ses attentes. Donc, une déclaration d'engagement en matière de durabilité et plus spécifiquement aujourd'hui en matière de respect des droits de l'homme devrait être approuvée au plus haut niveau de l'entreprise, ce qui signifie qu'elle devrait, être signée par le dirigeant, la dirigeante de l'entreprise et qu'il devrait en avoir connaissance, évidemment. Énoncer ce que l'entreprise attend du personnel, donc des salariés, des partenaires commerciaux, donc notamment des fournisseurs, des clients, et d'autres parties prenantes liées à ces activités dans les domaines des droits humains. Hem, 2e, donc engagement de l'entreprise. En fait, elle va expliquer ce qu'elle entend du personnel, en matière de lutte contre les discriminations, en matière de conditions de travail, en matière, d'horaires, d'emploi, et c'est, des engagements qu'elle peut présenter à ses parties prenantes et sur lesquels elle peut demander un engagement également. Ça, c'est quelque chose qu'on constate assez régulièrement, plutôt dans des grandes entreprises, où les grandes entreprises vont envoyer des chartes, par exemple, ou des déclarations à leurs fournisseurs et vont demander un engagement signé, formalisé sur ce document. Troisièmement, il faudrait que cette déclaration soit accessible au public, notamment sur le site internet, par exemple, et de préférence, c'est encore mieux qu'elle fasse l'objet d'une communication interne et externe, notamment, comme on le disait à l'instant, auprès des partenaires commerciaux. Si cette déclaration peut, par exemple, être affichée
dans votre entreprise, c'est déjà très bien pour l'interne. Pour l'externe, ça peut être, il y a pas mal de possibilités d'embarquement, d'animation qui peuvent exister via des mails, donc c'est assez classique, via peut-être des journées fournisseurs, et ça, c'est des choses qu'on constate de plus en plus, où l'entreprise va inviter ses fournisseurs euh, à parler de RSE en présentiel et donc va lui présenter ses engagements sur les sujets environnementaux, mais également sur les sujets sociaux et va exposer à ses fournisseurs, ses relations commerciales, tous les engagements qui ont été pris. Et enfin, il faudrait, et ça c'est quelque chose qui est essentiel, que cette déclaration soit reprise dans les politiques et procédures opérationnelles de l'entreprise afin qu'elle cascade dans la réalité quotidienne de l'organisation. Si cette déclaration reste signée par le PDG et affichée dans l'entreprise, mais qu'elle n'est pas reprise dans toutes les politiques quotidiennes et procédures de l'entreprise, ça va rester complètement hors sol et ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Alors je vois qu'il y a une question. Quelle est la valeur juridique de cette déclaration dans la mesure où elle est transmise au fournisseur en cas de non-respect? Par exemple, c'est une très bonne question. On peut avoir parfois certains contrats qui vont mettre des clauses liées justement au respect des droits de l'homme. Je pourrais revenir vers vous parce que là, c'est un sujet juridique. Je pourrais voir justement avec ma collègue en charge de ce sujet. Je pense que c'est assez dépendant. On a deux types. On a soit des déclarations d'engagement qui sont non contraignantes et qui vont être envoyées plus pour information, soit des clauses qui vont vraiment être incorporées dans les contrats et là qui peuvent en effet entraîner des conséquences juridiques, des conséquences parfois de rupture de contrat également, si elles sont intégrées dans le contrat. À voir après si ce ne sont pas des clauses léonines, si elles ont une réelle valeur juridique. Donc je pourrais tout à fait revenir vers vous. N'hésitez pas à m'écrire avec une réponse un peu plus structurée. Donc une fois qu'on a structuré cette déclaration d'engagement, l'enjeu, ça va être vraiment d'identifier les risques en matière de droits de l'homme. Donc, les entreprises devraient identifier, si possible en intégrant des experts, des parties prenantes, les risques de violation des droits humains dans leurs activités et leurs chaînes de valeur. C'est ambitieux, soyons très clairs. La chaîne de valeur, donc on l'avait vu précédemment, ça va regrouper l'ensemble des étapes du cycle de vie d'un produit, matière première, production, livraison, consommation, fin de vie, etc. Ça va demander une cartographie de ce cycle de vie. C'est un exercice qui peut être complexe et qui est pourtant assez essentiel pour, comme je disais précédemment, identifier les vrais risques, ou en tout cas les risques les plus graves et avec le plus fort risque d'occurrence lié à l'entreprise. Donc, ce processus sera plus ou moins complexe suivant la taille de l'entreprise, les risques de graves incidents sur les droits humains, la nature et le cadre des activités de l'entreprise. Je vous présenterai un peu plus tard beaucoup de ressources qui pourront vous aider à réaliser cet exercice d'identification des risques et de priorisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que de par votre secteur d'activité, vous n'allez pas être exposé à la même intensité et aux mêmes facteurs de risque. On a des secteurs d'activité comme l'industrie minière, l'industrie textile, qui vont avoir des risques très connus, très localisés sur certains droits humains particuliers. On peut penser à l'industrie minière avec les risques de travail forcé liés aux minerais, notamment en Afrique et plus précisément en RDC, par exemple. Sur l'industrie textile, ça va être sur les conditions de travail, de santé et de sécurité dans les usines textiles, notamment en Asie du Sud-Est. Donc, il y a toute une littérature, toute une connaissance sectorielle qui existe et qui peut vous aider, sur lequel je vous invite d'ailleurs justement à vous appuyer pour identifier et prioriser vos risques. Pour connaître les droits humains à considérer à minima, les entreprises peuvent consulter les deux documents auxquels je faisais référence en début de session, la Charte internationale des droits de l'homme et la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux de l'OIT. Ce sont deux documents qui vont lister un certain nombre de droits humains, droit à la non-discrimination, droit à l'éducation, etc., sur lequel vous pourrez faire comment dire, un premier exercice de brainstorming, par exemple, et essayer de réfléchir à quel droit pourrait être mis en cause, sur lequel il pourrait y avoir des impacts négatifs de par votre activité. Ça peut être une première étape. Mais vraiment, appuyez-vous, et c'est un conseil important que je vous donne, appuyez-vous sur ce qu'il existe déjà dans des guides, dans des ressources. Ce qu'il existe aussi déjà, et ça peut être très simple, en tapant votre secteur d'activité et droits humains sur Internet. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'articles qui sont faits sur des usines qui ont été mis en tort et en cause, pour travail forcé, pour travail des enfants, sur certaines activités particulières. Et dans,
certains pays particuliers. Si vous avez des relations d'affaires dans ces pays, ça peut être une première alerte et un premier risque à avoir en tête. Si vous souhaitez vraiment formaliser l'exercice, vous pouvez utiliser cette matrice des risques qui va vous permettre de prioriser, de hiérarchiser les risques. Ce qu'il faut bien retenir, et c'est important que mes propos ne soient pas galvaudés, transformés. Tous les risques en matière de droits humains sont importants et sont graves. Cependant, de par les ressources de l'entreprise, notamment des PME, il y a un exercice de hiérarchisation qui est important. Comme je disais un peu précédemment, si vous cherchez des risques, vous allez en trouver. Et de par vos ressources financières et humaines, vous n'allez potentiellement pas pouvoir gérer l'ensemble des risques que vous allez identifier. Donc, c'est important de hiérarchiser les risques les plus graves et les plus fréquents. Euh, voilà, cette matrice peut vous aider. Pour placer les différents risques sur cette matrice, ce qu'il est encore recommandé de faire, c'est de se référer à des ressources euh, d'instituts et d'organisations internationales, des enquêtes de journalistes, etc., qui pourront vous aider par rapport à votre cas particulier à estimer la gravité et la fréquence d'un risque en particulier. En sachant que la gravité, c'est aussi lié à la remédiation possible des violations des droits humains. Je vous prends un exemple. Si le risque de travail forcé ou de mauvaises conditions de travail entraîne, par exemple, la perte d'un membre ou encore pire, le décès d'une personne, c'est des risques qui ne sont pas remédiables parce qu'il y a décès ou accident grave. Donc, ce sont des risques qui sont extrêmement graves et qui sont à hiérarchiser en tout premier, en tout premier. Une fois qu'on a identifié ces risques, l'idée sera de les prévenir, d'y remédier. Alors, je vois qu'il y a une question. Question d'Inès, très bien. Ben, n'hésitez pas à m'écrire par mail. Je vous ferai une réponse plus structurée et argumentée. Donc, lorsqu'une entreprise cause ou peut causer une incidence négative sur les droits humains, elle doit prendre des mesures nécessaires pour prévenir les risques, les faire cesser, on le disait en introduction. Ces mesures, vous allez voir qu'il y a plusieurs cas de figure. Un peu comme je le présentais précédemment, on a des cas de figure où l'entreprise va avoir une relation directe avec la violation des droits humains. Elle ne va pas fournir d'équipement de sécurité. Elle va discriminer un salarié. Elle ne va pas offrir les mêmes possibilités euh, d'évolution professionnelle aux femmes et aux hommes, par exemple. C'est l'entreprise qui, par son action, cause directement une incidence négative aux droits humains. Il y a d'autres cas de figure où c'est plus indirect. C'est par ses relations d'affaires, c'est par la concomitance de violations d'autres entreprises que l'impact advient. Donc voilà, il y a plusieurs cas de figure. Par rapport à ces cas de figure, on va retrouver trois grands cas qui vont permettre à l'entreprise d'avoir des lignes directrices sur la façon de gérer, de prévenir les risques. Premier grand cas, c'est lorsque l'entreprise a le pouvoir de prévenir ou d'atténuer directement l'incidence négative. Eh bien, dans ce cas-là, il est attendu de votre part d'exercer le pouvoir de l'entreprise pour prévenir et ou atténuer le risque directement. Ça peut être via des formations, via des audits, via des nouveaux processus, via des clauses, via justement, dans le cas des équipements de sécurité qui étaient manquants, bah, justement le fait de fournir ces équipements de sécurité, via les discriminations qu'il y avait dans l'entreprise, bah, de mettre en place des procédures pour éviter ces discriminations, etc. Cas numéro un, c'est le cas le plus, entre guillemets, facile à gérer. Cas numéro 2, c'est lorsque l'entreprise n'a pas directement le pouvoir de prévenir ou d'atténuer l'incidence négative, mais qu'il existe des moyens pour arriver à cet objectif. Eh bien, dans ce cas-là, l'entreprise devrait exercer ce qu'on appelle son influence pour prévenir et atténuer ces risques. L'influence, c'est un peu comme on disait tout à l'heure, c'est faire levier sur les capacités de l'entreprise pour arriver à son objectif. Ça va être via un accompagnement d'un fournisseur, par exemple. Ça peut être également via la collaboration, les initiatives collectives. Lorsque votre entreprise seule ne peut pas réussir à mettre fin à un cas de travail forcé dans une usine en Chine, mais en mettant l'entreprise avec plusieurs autres entreprises du secteur d'activité, vous allez pouvoir aller voir cette usine en Chine et réussir à y mettre fin. Là, j'ai un super cas d'illustration. On parlait assez récemment avec une usine de l'industrie aéronavale, très grande entreprise, très très grande entreprise française, qui nous expliquait qu'elle n'arrivait pas du tout à aller auditer ses fournisseurs en Chine. En fait, ses fournisseurs en Chine ne lui ouvraient même pas la porte, alors que c'est une énorme entreprise française. Et en fait, ce que cette entreprise a fait,
c'est qu'elle a été voir d'autres entreprises, des entreprises concurrentes, mais du même secteur d'activité. Elles se sont mises ensemble, donc à plusieurs, et ensemble, elles ont réussi à aller auditer ces entreprises chinoises. Donc là, c'est là où l'influence collective peut être très importante. Les fédérations professionnelles aussi peuvent être des bons leviers pour agir sur ces sujets. Troisième cas, qui est le plus délicat, c'est lorsque l'entreprise n'a pas le pouvoir ni l'influence de prévenir ou d'atténuer les incidences négatives, et donc il n'est pas possible d'arriver à l'objectif de prévention des risques. Là, c'est ce qui est recommandé, c'est justement d'envisager de mettre un terme à la relation commerciale. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'il faut également prendre en compte les conséquences d'une telle décision. Question à se poser, par exemple, c'est est-ce qu'il existe une alternative à ma relation commerciale qui est risquée? Si oui, bah, ça peut être intéressant d'aller vers l'alternative. S'il n'existe pas d'alternative et que l'entreprise est contrainte de rester et d'assumer cette relation commerciale risquée, il faut, et c'est recommandé, être transparent par rapport à cela. Il faut publiquement expliquer qu'un risque a été identifié, mais que, de par le secteur d'activité de l'entreprise, le modèle économique de l'entreprise, l'entreprise n'a pas réussi à trouver d'alternative et donc doit assumer ce risque. Dans ce cas-là, l'entreprise, et on le voyait en début de session, s'expose à plusieurs risques juridiques et réputationnels, évidemment. Mais au moins, elle aura fait l'effort de l'identification et de la transparence. Donc voilà les trois cas de figure qui peuvent advenir et la position, la posture qu'il est attendu des entreprises dans chacun de ces cas de figure. Et enfin, dernière bonne pratique à mettre en place, c'est le fameux dispositif d'alerte. Dispositif d'alerte, de recours, de réclamation. On a plusieurs synonymes qui existent et donc qui permet aux salariés et plus largement aux parties prenantes de remonter anonymement, et c'est extrêmement important, anonymement, des alertes à l'entreprise. Donc, le mécanisme de réclamation, il a deux grands objectifs, deux grandes fonctions. Premièrement, c'est vous permettre d'identifier plus précisément des risques en analysant les alertes. Si vous avez une alerte d'un fait de discrimination dans votre entreprise, ça peut vous indiquer qu'il y a un risque a priori de discrimination dans telle ou telle unité et ça peut remédier plus facilement à ces risques. Comme vous allez identifier rapidement l'occurrence du risque, vous allez pouvoir mettre en place des actions spécifiques et rapides et directes pour répondre à cette incidence négative. C'est un dispositif qui est important, parfois que les entreprises ne mettent pas tellement en place, et pourtant ça ne demande vraiment pas beaucoup de moyens. Donc je vous recommande aussi fortement d'en mettre un en place. Et comme je le disais précédemment, c'est un dispositif qui peut être fusionné avec le dispositif d'alerte en matière de corruption. Quelques conseils pour les entreprises, notamment PME, par rapport aux trois actions qu'on a vues. Donc sur la déclaration d'engagement, sur l'identification et la prévention des risques, et sur le mécanisme d'alerte. Premièrement, sur la déclaration d'engagement, vous pouvez tout à fait repartir de trames disponibles en ligne. Il en existe un certain nombre. Vous pouvez aussi m'écrire, je pourrais vous en envoyer sans souci. Donc ça peut vous aider à avoir une première idée, une première trame, un premier canevas pour ne pas partir d'une feuille blanche. C'est évidemment à adapter par rapport à votre activité, par rapport aux risques que vous aurez identifiés et aux engagements que vous souhaitez prendre. Deuxième, sur l'identification et la prévention des risques, essayez, si vous souhaitez, et je recommande de le faire, d'identifier les risques chez vos fournisseurs, de vous concentrer d'abord sur les fournisseurs qui représentent un gros volume d'achat et sur les fournisseurs sur lesquels vous avez un doute, une suspicion de violation grave. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Si vous travaillez dans le secteur textile, il y a une grande base documentaire qui explique qu'il y a de vrais risques de travail forcé, par exemple dans certaines régions chinoises. Donc, si votre fournisseur est basé dans cette région, a priori, ce risque est à prioriser. Et troisièmement, sur le mécanisme de recours, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous pouvez tout à fait créer une adresse mail en fait qu'il est possible de contacter anonymement en expliquant la procédure. Il y a par exemple des sites internet en ligne qui permettent de créer des adresses mail anonymes et ponctuelles et qui peut justement permettre à vos salariés, à vos parties prenantes de vous contacter anonymement. Donc voilà, en expliquant la procédure, en la diffusant en interne et en externe, c'est une première étape qui ne coûte quasiment rien.
petite étude de cas pour rendre encore plus concret ces bonnes pratiques et ces sujets. Donc, on a l'entreprise Prox, qui est une entreprise de 180 salariés qui fabrique des fournitures de bureaux. Et en fait, à la suite de plusieurs demandes de ses clients et pour assumer pleinement sa responsabilité en matière de droits humains, le dirigeant de Prox souhaite formaliser sa démarche de respect des droits de l'homme. Donc, Prox met en place une équipe avec plusieurs départements, plusieurs directions pour identifier les risques liés aux droits humains dans l'entreprise et chez ses fournisseurs. Donc voilà, ils en identifient plusieurs, le risque de discrimination, de santé sécurité, de travail des enfants. À cette étape-là, ce qui peut être euh, un format d'atelier, c'est par exemple une matinée ou une après-midi. Vous allez réunir différentes directions de votre entreprise. C'est important d'avoir une équipe interdisciplinaire pour avoir plusieurs facettes et plusieurs visions du sujet. Et l'idée sera justement d'identifier les risques euh, liés aux fournisseurs, liés à l'entreprise elle-même, sur l'ensemble des droits qui existent. Et troisièmement, sur la base de cette analyse, Prox va élaborer une démarche qui comprend notamment l'élaboration d'une déclaration d'engagement et d'un code de conduite fournisseur, la sensibilisation des salariés, notamment des RH et des acheteurs aux droits humains, des procédures d'entretien structurées pour éviter les discriminations lors de l'embauche, et la mise en place d'une adresse mail pour collecter les alertes. Vous voyez, des actions qui, a priori, ne demandent pas beaucoup d'efforts ni de ressources, mais peuvent vraiment avoir un impact tangible euh, sur la gestion des risques en matière de droits de l'homme. Deuxième cas pratique, c'est NUM, c'est une entreprise beaucoup plus petite de 30 salariés qui fabrique des composants électroniques. Et voilà, le dirigeant souhaite s'assurer que son entreprise respecte les droits de l'homme parce que c'est un domaine sensible et qu'il a eu vent dans les médias que certains de ses fournisseurs avaient peut-être eu recours à du travail forcé. Donc, le dirigeant et quelques salariés réfléchissent aux risques de violation des droits de l'homme dans leurs activités et dans leur chaîne de valeur, en commençant par leurs trois plus gros fournisseurs. Et en fait, NUM prend conscience que l'entreprise qui lui vend l'un de ses composants a été suspectée de travail forcé. Donc, sur la base des résultats de l'analyse, l'entreprise va mettre en place des premières actions. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre contact avec une association dans la région où se situe le fournisseur et avec d'autres entreprises qui se fournissent également dans la région pour essayer de savoir quoi faire justement sur ce sujet. Elle va essayer de réévaluer la relation commerciale en essayant de chercher peut-être des alternatives à ce fournisseur et elle va élaborer et diffuser une déclaration d'engagement. Je vois qu'il y a une question, que je vois que c'est une question assez longue, je la prends juste après. Pour vous aider, il y a, comme je le disais un peu précédemment, énormément de ressources, de documentation qui existent. J'en ai fait une sélection, euh, voilà, des ressources que je trouvais prioritaires et aussi bien adaptées à des grandes entreprises qu'à des entreprises d'un peu plus petite taille. On a deux ressources essentielles fondatrices, c'est donc les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme que j'évoquais tout à l'heure, et son pendant, on pourrait dire son équivalent, on pourrait dire de l'OCDE, c'est le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, qui est la méthodologie de l'OCDE sur le sujet du devoir de diligence raisonnable. On a également tout un tas de ressources en libre accès qui existent et qui peuvent vous aider de mieux identifier vos risques. Ça va être des proxys, ça va être donc des cartes, par exemple, qui, soit selon l'activité de votre entreprise, soit selon le pays dans lequel vous avez des partenaires commerciaux, va vous indiquer si le pays ou l'activité est à risque au niveau du travail forcé, au niveau du travail des enfants, au niveau des conditions de travail, etc. Donc ça, c'est très précieux et ça peut vous aider pour faire une première identification de vos risques. Voilà, j'en ai mis quelques-uns. Je vous enverrai encore une fois la présentation. N'hésitez pas à les consulter. On a voilà, des cartes qui peuvent offrir une première vision assez synthétique du sujet, des indices également par pays, des rapports, etc. Et donc voilà pour ce que j'avais à dire sur ce sujet. Donc, j'ai essayé d'être assez concret, donc de vous expliquer premièrement ce qu'étaient les droits humains, de vous expliquer le rôle des entreprises sur ce sujet. Donc, il est attendu des entreprises qu'elles identifient et qu'elles remédient aux incidences négatives sur les droits humains, et vous présenter les quelques bonnes pratiques à mettre en place sur ce sujet, avec quelques conseils pour les entreprises qui ne disposent pas forcément de beaucoup de moyens. Euh, Encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, et je vais tout de suite répondre à l'une des questions qui s'affiche.
euh, hop, dans le chat. Alors, dans le projet Omnibus, donc peut-être pour aussi vulgariser, ce qui se passe aujourd'hui en France, oui, ça c'est assez important. Donc aujourd'hui en France, on a ce qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance, qui va imposer aux grandes entreprises de plus de 5000 salariés notamment, de mettre en place ce qu'on appelle un plan de vigilance. C'est une obligation légale, c'est dans la loi. Ce plan de vigilance pour les grandes entreprises, il implique de mettre en fait en place une procédure de diligence raisonnable, c'est-à-dire d'identifier les risques, d'y remédier et de communiquer chaque année sur ce plan de vigilance. C'est une obligation légale française qui a été mise en place en 2017, qui fait suite notamment aussi aux conséquences du drame du Rana Plaza. Et il y a eu un projet au niveau européen d'élargir justement ce devoir de vigilance, donc cette diligence raisonnable contraignante dans tous les pays de l'Union européenne. Ça vous parle peut-être, la fameuse CS3D. Ce qui s'est passé, c'est entre autres, on a eu la CS3D, la CSRD et d'autres textes européens. Il y a eu une volonté de simplification de la part des instances européennes. Donc c'est le fameux omnibus. Voilà, pour bien comprendre. L'omnibus, c'est la simplification qui a été souhaitée sur ces sujets. Je reprends la question. Dans le projet Omnibus, il est fait mention sur le périmètre de vigilance au seul partenaire direct de l'entreprise concernée, sauf si l'entreprise dispose d'informations plausibles sur les impacts négatifs des partenaires indirects. Est-ce que vous avez connaissance d'une liste de toutes les sources possibles qui nous seraient utiles pour collecter l'information plausible, sachant que certaines ont un coût relativement prohibitif? Tout à fait. Alors pour bien expliquer le sujet, dans l'omnibus, enfin en tout cas dans la CS3D, donc dans le texte de base, il était demandé aux entreprises européennes, à partir de certains seuils, d'identifier les risques et d'y remédier par rapport à leurs relations, leurs parties prenantes dans l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que les entreprises auraient dû identifier et remédier aux risques par rapport à leurs fournisseurs directs, évidemment, mais également par rapport à leurs sous-traitants plus indirects, aux fournisseurs de leurs fournisseurs, etc., tant qu'il y avait possibilité d'occurrence d'un risque. Ce qui s'est passé, c'est que l'Omnibus a revu cette notion et demande en effet maintenant de limiter cet exercice aux entreprises, aux seuls partenaires directs de l'entreprise, sauf si, comme c'est indiqué dans la question, il existe des informations plausibles sur des impacts négatifs. Alors, ce que je vous recommanderais de faire, c'est une fois que l'omnibus, s'il est adopté en l'état et retranscrit en droit français, justement de vous baser sur les ressources que je viens de vous présenter. En fait, il n'existe pas de ressources magiques. C'est un sujet très complexe. Le mieux, c'est d'avoir une multitude d'informations, des ressources, comme je viens de vous présenter, avec des indices pays, enfin, si possible, complétés par des audits sur site qui peuvent être soit internalisés, soit externalisés, mais c'est un certain coût, comme vous le dites, en effet. Il y a aussi des plateformes privées qui peuvent vous aider sur ce sujet. Il n'y a pas de recettes magiques qui pourront vous permettre d'identifier chacun de vos risques dans chacun des maillons de votre chaîne de valeur, mais il y a des ressources, notamment en libre accès public et gratuites, qui existent. Donc, je vous recommande de vous y référer en premier lieu et si vous avez les moyens et la possibilité de le faire, d'y additionner des audits sur site et potentiellement, comme vous le dites, des prestataires privés. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Mais encore une fois, attendons de voir si l'omnibus sera adopté en l'état. Pour les prochaines étapes, donc on se retrouvera mardi prochain pour la dernière session de ce cycle de sensibilisation à la RSE. On parlera formalisation et suivi de la démarche RSE. En fait, on verra comment concrètement structurer une démarche RSE avec des indicateurs, des objectifs. Encore une fois, j'essaierai d'être pragmatique et de vous fournir des outils gratuits et simples d'accès. Et on verra aussi comment valoriser sa démarche RSE. C'est un enjeu assez essentiel. On le disait en début de cycle, encore trop peu de PME valorisent leur démarche RSE, alors que c'est et ça sera de plus en plus une attente des grandes entreprises, des consommateurs, mais également des investisseurs. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette session et il nous reste environ 8 minutes pour me permettre de répondre à vos questions. Alors, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Merci beaucoup Donatella et merci beaucoup à la personne qui doit nous quitter. Merci Sophie. En tout cas, si vous souhaitez avoir des précisions sur en effet la valeur juridique d'une clause ou d'une déclaration d'engagement, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais reboucler avec mes collègues pour vous donner une réponse plus précise.
Euh, En effet, c'est un sujet intéressant, donc voilà, je serais ravi de vous apporter plus d'éclaircissements là-dessus. Eh bien, écoutez, c'était un plaisir de vous présenter cette session. J'espère qu'elle vous a intéressé. Et donc, je vous dis à mardi prochain. Au revoir à toutes et tous.